Bonsoir à tous. Nous sommes le vendredi 24 juillet 2020. Merci de votre fidélité à notre antenne, votre émission Covid-19 à vos questions, le dernier numéro pour cette semaine. Et le thème que nous allons aborder avec notre invité est libellé comme suit, transmission du coronavirus par les gouttelettes, les contacts et possibles par l'air. L'invité est professeur Claver Anoumou Yaoche Daïran. Il est professeur titulaire de microbiologie. Bonjour, bonsoir, merci d'être là. Ça fait 2 jours, professeur. Bonjour Mathieu, bonjour à vos téléspectateurs et aux téléspectatrices. Vous êtes quand même là et ça fait 2 jours, hein. On vous voit rarement maintenant. Non, on est toujours là. Il y a d'autres émissions, il y a d'autres parties de la lutte qui nous occupent. Voilà. On est toujours concerné par le coronavirus. Coronavirus, vivement qu'on arrive à bout à cette maladie-là un jour. Mais ce qui est étonnant, au jour le jour, il y a toujours de nouvelles formes de transmission qui voient le jour. On parle maintenant des gouttelettes, les contacts est possible par l'air. Finalement, on n'est pas à l'abri avec le coronavirus. On n'est jamais à l'aise. Ça nous donne toujours de nouvelles formes de choses qu'on voit. Oui, alors le coronavirus nouveau, responsable de Covid-19, c'est une nouvelle maladie. Donc c'est depuis mars seulement que cette maladie a été découverte. Donc on ne connaît pas encore toutes les facettes. Et c'est tout à fait normal que des recherches continuent pour nous permettre de bien cerner les voies de transmission sur lesquelles nous allons agir pour pouvoir réduire la transmission dans les communautés. On parle bien sûr des gouttelettes. Justement, il s'agit de quoi? Par échange comme ça ou comment? C'est ça. Si vous repassez toutes vos bandes sur les émissions que vous avez eu à faire sur Covid-19, et moi-même, je fais on en partie. a tellement fait, hein? Quand nous venons... Ah oui, mais merci pour vos soutiens. Quand nous venons ici, la voie de transmission majeure sur laquelle nous insistions, c'est la transmission par la toux ou par l'éternuement qui entraîne l'élimination des gouttelettes salivaires que nous appelons encore des postillons qui contiennent le virus. Les données qui ont été rapportées tout récemment montrent que le virus peut se retrouver dans ce que nous appelons des aérosols. Les aérosols, ce sont en fait des bulles d'air. C'est comme si vous mettez de l'eau, vous mettez du savon dans de l'eau et que vous le remuez, il y a des bulles qui se forment. Ces bulles-là, c'est ce qu'on en de petits volumes, c'est ça que nous appelons des aérosols en termes médicaux. Et on s'est rendu compte que ces aérosols-là peuvent aussi contenir le virus. Et donc, quand on parle des gouttelettes salivaires, cette gouttelette salivaire peut transmettre le virus sur une distance de 1 mètre à 2 mètres maximum. C'est pour ça qu'on disait qu'il faut avoir un écart de 2 mètres entre les gens pour éviter des transmissions. Au moins un. Au moins. Maintenant, avec les aérosols, on s'est rendu compte que les aérosols peuvent être suspendus dans l'air ambiant, peuvent être suspendus pendant plusieurs heures. Et ces aérosols peuvent être diffusés à une distance de 3 à 4 mètres. Donc, ça change maintenant la stratégie de prévention que nous devons adopter. Si on est dans une salle fermée, il n'y a pas d'ouverture, il faut augmenter les distances entre les gens. L'avantage aujourd'hui, si on veut éviter la transmission, si on dans des salles où il y a beaucoup de monde, on fait des réunions, c'est d'aérer, ouvrir les volets, ouvrir les fenêtres, et la circulation de l'air va faire partir ces aérosols qui vont être partis dehors, et les rayons ultraviolets vont détruire le virus dans la nature. Il faut rappeler que cette transmission par les aérosols n'est pas nouvelle. Hein. Ah bon? Non, pas du tout. C'est connu pour la tuberculose. La tuberculose se transmet par les aérosols. C'est connu depuis. Donc, ce n'est que les voies classiques qu'on connaît pour les virus qui se transmettent, pour les virus et les bactéries qui se transmettent par voie respiratoire. Donc, augmentons les distances, aérons
les lieux publics, Oui. les salles de réunion pour faire circuler l'air. Mais même avec aérosols, transmission par les aérosols, les masques constituent toujours une barrière. OK. Voilà. Alors, on parle bien sûr de ces aérosols qui, bien sûr, sont des facteurs devant contribuer à la contamination aussi facile à cette maladie à coronavirus. Est-ce que la température n'a pas peut-être un rôle qui peut aussi contribuer dans la contamination ou bien peut-être quand même éliminer ce virus-là qui sera peut-être suspendu dans l'air pour être... pour se faire, quelqu'un peut choper ça dans la circulation ou dans un espace comme le nôtre. Dieu merci qu'on a au moins 2 à 3 mètres sur ce plateau. Et c'est ce que nous essayons de faire. On désinfecte de temps en temps. Est-ce que la température ne peut pas quand même être un autre facteur? Oui, la température peut être un facteur d'élimination du virus sur les surfaces. Sur les surfaces. Sur les surfaces, la température, le virus ne va pas résister pendant longtemps quand la température est élevée. Et il faut noter que les rayons ultraviolets du soleil détruisent la plupart des micro-organismes, des microbes, que ce soit les bactéries ou les virus. C'est pour cette raison, je disais tout à l'heure, quand on est dans une chambre, dans une salle de réunion, il vaut mieux aérer. Et donc, le virus, quand l'air va circuler, les aérosols seront éliminés à l'extérieur et donc les rayons ultraviolets peuvent contribuer à éliminer le virus. Donc, c'est pour ça d'ailleurs, aujourd'hui, quand vous regardez un peu, on fait maintenant aujourd'hui même des prélèvements à l'air libre. Quand vous faites les prélèvements à l'air libre, si la personne tousse et que ça part dans la nature, ce sera détruit par le soleil. Mais quand vous toussez et que vous êtes proche, à 1 mètre, à moins d'1 mètre, la personne vous tousse à la figure, vous envoie directement ces aérosols ou ces gouttelettes à la figure, vous serez contaminé. Ça peut éliminer quand il y a suffisamment de distance entre vous. Mais si vous êtes proche, la transmission va se faire. La preuve, on a eu des cas dans nos pays ici quand il faisait chaud. Il faisait chaud, mais le coronavirus, on a eu les chiffres grimper. Donc, le soleil et la chaleur peuvent avoir un effet sur la transmission, peuvent réduire la transmission, mais ça ne suffit pas. Il faut rajouter d'autres gestes, d'autres mesures barrières. Puisque dans les pays européens, on parle bien sûr de l'été, on attend vivement l'été pour peut-être freiner un peu. Mais ce qui est étonnant, quand on jette un peu un coup d'œil sur les derniers chiffres dans certains pays de l'Europe et de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord, on se dit, mais finalement, on ne comprend plus rien. Par exemple, la France hier a totalisé 1000 cas en une journée, ce qui n'était pas possible il y a de cela 1 semaine, 2 semaines. Les États-Unis n'en parlons même pas. Le Brésil, c'est encore pire. Et on se demande, mais les facteurs de contamination se diversifient au jour le jour. Oui, quand on prend les chiffres en Europe, la France, l'Italie, l'Espagne, etc., on voit qu'il y a maintenant des foyers. Ce n'est plus comme avant où c'est tout le pays, tous ces pays qui sont connus, il y a des foyers, des poches, parce que les gens ont relâché les mesures barrières. Et quand vous reprenez les activités dans un pays où les gens ont été sous confinement, quand vous reprenez les activités, les gens ont tendance aussi à se lâcher un peu. On a vu la fête de la musique, où les gens sont partis, vous prenez la France, on a vu à la télé, où les gens sont partis à 5 000, 6 000, danser toute la nuit, sans masque, sans aucune mesure de protection. Et s'il y a une seule personne qui est contaminée dans le groupe, cette personne va diffuser la maladie à plusieurs personnes au cours de cette soirée qui, elles-mêmes, en rentrant chez elles, vont aussi le diffuser à d'autres personnes. Donc, du moment où on n'a pas encore éliminé le dernier cas de coronavirus, l'épidémie n'est pas finie, on doit toujours rester vigilant. Quand je prends les États-Unis et l'Amérique latine, oui. Les États-Unis constituent aujourd'hui l'épicentre de l'épidémie. Là, globalement, c'est que les gens ont été en retard sur la mise en place des mesures barrières. Puis de la riposte. Oui, de la riposte. Les gens ont été en retard, les gens ont banalisé
l'importance de la maladie et les gens sont en train de payer de lourds tributs. Quand on voit les chiffres des décès au Brésil, par exemple, c'est effrayant. Donc, il faut dire que si les États ne prennent pas des mesures rigoureuses, proportionnelles au niveau de l'épidémie, proportionnelles. Si vous avez un cas, vous n'allez pas aller confiner tout le monde. Donc, si les États ne prennent pas des mesures rigoureuses, proportionnelles au niveau de l'épidémie, le coronavirus ne va pas disparaître parce que la transmission, c'est par voie respiratoire. Et on se rend compte, il y a un jargon dit le taux d'attaque du virus est très élevé. Si vous êtes en contact avec quelqu'un qui est contaminé, vous avez un gros risque de pouvoir l'avoir. Vous êtes microbiologiste. Comment on peut expliquer, bien sûr, quand on parle, bien sûr, j'ai suivi certains de vos collègues qui ont fait certaines démonstrations. On parle bien sûr de la poche de ce virus qui est aussi fragile, mais sa contamination est aussi facile. Oui, c'est le coronavirus, c'est un virus enveloppé. Enveloppé, oui. Et donc, tout virus enveloppé est fragile. C'est pour cette raison que le virus est détruit dans le milieu extérieur par, comme on l'a dit tout à l'heure, la chaleur, les rayons ultraviolets. Et quand le virus va durer sur des objets 2-3 jours, il va mourir, ce qui n'est pas le cas d'autres virus non enveloppés qui sont plus résistants. Mais la transmission, c'est par voie respiratoire. Et du moment où vous êtes en contact, qui ne respire pas? Tout le monde respire. Et donc, du moment où vous êtes en contact avec celui qui est infecté, la personne va vous transmettre le virus et vous serez contaminé. C'est la voie de transmission qui est le problème. Quand vous prenez la grippe en Europe, quand il y a la période hivernale arrive, la grippe en Europe, vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes qui seront contaminées malgré l'existence d'un vaccin. Il y a un vaccin contre la grippe qu'on renouvelle chaque année. Mais cela n'empêche pas qu'à cette période d'hiver en Europe ou dans les pays froids, qu'il y ait beaucoup de cas de grippe aussi. Donc, c'est la nature de ces virus-là qui est comme ça. Alors, on est, par exemple, en Afrique en période, dans la sous-région ouest africaine, sur la côte, c'est la période des saisons pluvieuses. Quand on parle du Togo, du Bénin, Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire et bien d'autres, c'est la période de saison pluvieuse. Est-ce que ça va jouer quand même un rôle aussi en matière de contamination ou bien en matière du taux, qui peut-être, on ne sait jamais? Non, je ne pense pas du tout. Pas du tout, parce que nous sommes entre le minimum, c'est 15-20, entre 15-20 degrés pour aller jusqu'à 30 degrés dans la journée. Ces températures ne vont pas favoriser plus la diffusion du virus. Les températures qui vont favoriser la survie du virus sur les objets et qui donc favoriser la transmission indirecte, c'est les températures vraiment proche de 0 degré, en hiver, comme on l'a vu dans les pays développés. Nous, on n'a pas cette température ici, donc ça ne va pas fondamentalement jouer sur la transmission. Non. Alors, ça ne va pas jouer sur la transmission, mais ce qui est un peu bizarre, parce que j'ai posé la question, parce que quand on parle de l'été, les gens sont assoiffés de cette saison-là, on attend le moment, et c'est le moment en Europe, et on se dit, peut-être avec cette saison-là, on va peut-être pousser une ouf de soulagement. Or, en Afrique, sur la côte, c'est la pluie, peut-être qu'on va assister peut-être à d'autres contaminations, je ne sais pas. Non, c'est ce que je dis, ça ne va pas fondamentalement changer, c'est plutôt le comportement, les habitudes de tous les jours que nous allons prendre. Néanmoins, il faut relativiser. Quand il pleut, par exemple, et que vous voyez 50 ou 100 personnes qui se regroupent dans une station d'essence en train d'attendre que la pluie finisse pour partir, là, c'est un grand regroupement. Oui. Et si les gens n'ont pas des masques, le risque de contamination peut être élevé en ce moment. Mais c'est pas forcément lié à la température, non. Alors, quand on essaie un peu, vous avez touché un point aussi intéressant de la chose, en matière de la contamination, 30,
50 voire 100 personnes, peut-être au niveau d'une station d'essence ou d'un espace public pour peut-être être à l'abri des intempéries. Et en Europe, on assiste à de mondes fous, hein, un peu partout. On a comme intention, si nous prenons le Togo qui tourne autour de 7 millions, au plus 7 millions 500 d'habitants. C'est rare hein, quand même de voir un monde fou un peu partout, mais en Europe, c'est le cas contrairement. On a quand même donné l'occasion à des gens de circuler, de vaquer librement comme si rien n'était. En imposant peut-être juste le port du masque. Oui, c'est-à-dire que on ne va pas devenir prisonnier de Covid-19. Du moment où vous avez pris des mesures drastiques, draconiennes, pour réduire le nombre de transmissions du virus dans votre pays, et que vous vous rendez compte que il y a plus assez, le nombre de cas a diminué progressivement, le nombre de patients hospitalisés a diminué progressivement, le nombre de décès a diminué progressivement, et que vous vous retrouvez, vous étiez avant à 1000, 2000 cas de contamination par jour, et que vous revenez à 10, 15, 20 cas de contamination par jour, il faut laisser respirer aussi un peu les gens, ouvrir aussi et reprendre les activités. Il ne faut pas oublier que mais coronavirus, si on vous raconte son impact économique, mais on ne peut pas s'en sortir. Donc, il faut maintenant faire un peu le lien et peser le pour et le contre et voir à quel niveau on peut mettre le curseur entre la reprise des activités économiques et la lutte contre le coronavirus. Les deux doivent aller de pair, sinon les gens vont peut-être être indemnes de coronavirus, mais vont mourir de la faim. Donc, il faut savoir... Il faut libéraliser un peu. L'économie doit quand même vivre. C'est pour cela que depuis quelque temps, on dit, et vous le voyez, hein, les activités reprennent un peu dans tous les pays. Dans tous les pays. C'est pas seulement chez nous. Donc, il faut savoir vivre avec le Covid-19, c'est-à-dire utiliser les mesures barrières et mener les activités pour qu'on puisse avancer. Mener les activités pour qu'on puisse avancer justement au Togo. Il y a plusieurs mesures qui sont bien sûr en cours afin d'ouvrir les vols sur le Togo. Je veux parler bien sûr de l'aéroport international. Absolument. Il y a des membres de Lomé. On a vu le directeur, le colonel Lamayata, qui a fait quand même... certaines déclarations allant dans ce sens-là, on a vu des dispositifs qui sont mis en place. Est-ce que ce qui est fait au niveau de l'aéroport a aussi peut-être fait au niveau des différentes frontières du pays? Je veux parler par exemple de Sanvikondi. Je veux parler par exemple d'Aplao. Je veux parler également au nord du pays, à Saint-Cassé et autres. Est-ce que quelque chose est fait dans ce sens-là? Parce qu'on a comme impression que c'est seulement les voyageurs avec l'avion ou carrément. On ne parle pas vraiment, depuis l'avènement de coronavirus, on ne parle pas de la navigation maritime. Les mêmes dispositifs qui sont en train d'être pris, qui sont en train d'être pris à l'aéroport international Gnassingbé Adema de Lomé, seront mises en place également côté aéroport, côté côté portuaire. Oui, tout à fait. Parce qu'on sait qu'il y a aussi des gens qui vont venir par là, même si le nombre est infime, parce que c'est surtout du matériel et des bagages qui sont transportés, mais quand même, il y a un dispositif qui va être mis en place. Concernant maintenant les frontières terrestres, parce que telle était votre préoccupation. Ou ma préoccupation. Voilà, les frontières terrestres. Ce qui se passe... les frontières terrestres, quand on fait un peu le tour, on voit qu'il y a un nombre important. Un monde fou. Un monde fou qui traverse les frontières terrestres liant nos pays. Et ce sera utopique de penser qu'on peut mettre un dispositif pour tester les gens sur les frontières. C'est impossible. Aucun pays ne peut le réaliser et aucun pays ne l'a proposé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, et c'est c'est sur ce point que le Togo est en train d'aller. Nous avons déjà dans notre pays mis en place une surveillance communautaire. La preuve, quand les gens sont revenus du Ghana au moment du déconfinement, les gens sont rentrés
du Ghana pour rentrer à Djarkbanga, à Bassar, à Mango, etc., le système de santé tel que ça fonctionne aujourd'hui nous a permis de les identifier en tant que voyageurs et de leur proposer les tests de dépistage. Ce système va encore continuer par fonctionner avec l'implication du milieu communautaire pour la surveillance de ceux qui vont rentrer dans le pays. Mais ceux qui vont traverser, ils vont traverser, ils vont partir. C'est pour dire que on ne peut pas offrir le dépistage au niveau des frontières terrestres, mais la surveillance qui est mise en place pour tout voyageur, cette surveillance va continuer même avec l'ouverture des frontières. Actuellement, il y a ouverture des écoles pour les classes d'examen. Il y a des enfants qui sont ceux qui sont sur la frontière, des enfants qui sont dans les pays voisins et qui viennent à l'école. Les gens qui sont dans la route du Ghana, absolument, qui viennent au Togo, Togo également, qui vont dans les gens qui sont au niveau d'Agbanakin, Hilakondi, à Gomeglozo. L'exemple de Soudou est là. Soudou, voilà. Où on a des cas de contamination. Donc, c'est ce que les gens sont surveillés quand même pour qu'on puisse rapidement les détecter et leur proposer le traitement et la prise en charge qu'il faut. Parlons justement de la prise en charge. Depuis quelques jours, il y a un débat qui se fait autour de toute personne qui peut-être, en somnolant, va faire peut-être un petit pas d'emploi ou en rentrant au Togo sera mise en quarantaine et puis tous les frais seront à sa charge. Oui. C'est un petit tour d'amusement à Flaou, soit à Hilakondi, vous fait dépenser si jamais vous vous hasardez, selon un communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Oui, j'ai lu le communiqué, j'ai vu, oui. Mais tout ce problème sera réglé dans les semaines à venir, puisqu'on va passer à l'ouverture des frontières entre nos pays. Donc, automatiquement, cet arrêté n'aura plus sa raison d'être puisque les frontières seront ouvertes. C'est pour limiter un peu des déplacements qui sont inutiles. Si on va de l'autre côté pour des événements qui ne sont pas nécessaires, franchement, c'est pas la peine. On connaît le niveau de l'épidémie, surtout du côté Ghana, où les chiffres sont très élevés, le risque de contamination est élevé. On doit faire ensemble les efforts. Si on trouve que le déplacement n'est pas nécessaire, ce n'est pas la peine de le faire. Et le dépistage, oui. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Actuellement, dans le pays, le dépistage se fait à l'Institut national d'hygiène, oui, au CHU Sylvanus Olympio, à Dapaon, CHU Dapaon, à Kara, il y a 2 laboratoires qui le font, et à Sokouré. Dans les jours à venir, nous allons étendre le dépistage dans toutes les régions qui restent, c'est-à-dire à Tapamé, Tchévié, pour avoir au moins un équipement par région. Il y a des efforts qui sont faits, il y a un certain nombre d'équipements qui sont disponibles, mais l'accès à des réactifs particuliers pour ces équipements est très compliqué. Parce que les États-Unis, comme ils ont un gros besoin, ils ont de grosses commandes qui font qu'on ne peut pas mettre à profit ces équipements tout de suite. Mais on tend vers la disponibilité du dépistage dans chaque région sanitaire au moins. Dans chaque région sanitaire, c'est-à-dire dans les 44 districts sanitaires? Non, ou région sanitaire. Région sanitaire. Quand on prend par exemple la région des Plateaux, on a Cloto, Atapamé, Cloto. Voilà. Dans un premier temps, oui, le dépistage sera disponible dans les régions, c'est-à-dire Tchévié, Atapamé, Sokoré, Kara, Dapaon, plus Lomé. Oui. Et dans un deuxième temps, compte tenu des équipements que nous avons commandés, le diagnostic sera disponible dans au moins 30 sites, 30 districts sanitaires du Togo. J'espère que cette maladie... pour permettre à ce que si on suspecte un cas, qu'on puisse rapidement le diagnostiquer. Il ne faut pas traîner sur le diagnostic. Il ne faut pas mettre un jour, 2 jours. Si on fait le diagnostic le matin, il faut que le soir, plus tard, qu'on puisse avoir le résultat. Et si la personne est positive, qu'on puisse prendre des mesures. Professeur Daïra, il y a un autre débat qui se fait également à l'heure où nous débattons sur ce plateau,
c'est-à-dire la prise en charge d'un malade de Covid-19 au Togo. Oui. Si peut-être demain, je ne le souhaite pas, Mathieu est testé positif, il doit mettre les moyens dans sa prise en charge. Oui, c'est vers cette stratégie qu'on va aller, mais soyons rassurés, faut pas affoler les gens, soyons rassurés que quand on voit aujourd'hui la prise en charge de Covid-19 là, depuis le début, on le répète, et ça reste toujours en vigueur. 80% des patients qui sont infectés par Covid-19 n'ont aucun signe. C'est asymptomatique. Chez les 20%, il y a 10% qui vont avoir des signes mineurs, la fièvre, le rhume, un peu de tout. Pour traiter ces signes-là, ce n'est pas compliqué. Et maintenant, chez 10%, on aura des formes graves qui vont nécessiter une hospitalisation. Et c'est pour ces formes graves-là qu'on demandera une contribution de la personne qui est malade. C'est une contribution. Et de toute façon, l'État a mis en place déjà, quand on prend le CHR Lomé commune, l'État a déjà mis en place quand même un dispositif qui permet d'offrir le meilleur des soins. Tout ceci va être discuté aussi bien avec les assurances, parce qu'il y a des gens qui sont assurés aussi. Si c'est une maladie qui nécessite un coût, c'est de voir jusqu'à quel niveau les assurances peuvent prendre, ce que l'État peut apporter pour que la prise en charge soit correcte et la personne puisse se tirer d'affaire. Dans tous les cas, ceci ne concerne que 10% de ceux qui seront infectés. Donc, c'est pas important et l'État sera toujours là, fera au cas par cas. Le débat quand je prends par exemple, oui. Je continue oui. pour expliquer toujours. Quand je prends par exemple au CHU Sylvanus Olympio, oui. Il y a des gens qui viennent, qui n'ont pas de moyens. On fait le diagnostic, ils n'ont pas de moyens pour se faire opérer. Ils n'ont pas de moyens pour faire des examens de laboratoire. Pour ces gens, on leur dirige au service des affaires sociales qui prennent une partie même des hospitalisations, des coûts d'intervention chirurgicale. En tout cas, la République, je ne pense pas que la République togolaise va laisser quelqu'un perdre sa vie parce que la personne n'a pas les moyens de se soigner. Si le service n'existe pas, c'est autre chose. Mais du moment où le service est disponible, je pense que l'État contribuera à prendre en charge sa population. En tout cas, les services sociaux qui existent dans différentes formations sanitaires vont contribuer à utiliser les fonds mis à leur disposition si c'est nécessaire pour Covid-19. Voilà des explications qu'il faut apporter, bien sûr. Mais ça, c'est la réalité. Cette mesure-là. Ah oui. Parce qu'au départ, ce qui faisait la particularité du Togo, c'est que cette prise en charge-là est faite d'une façon holistique. Absolument. Contrairement à d'autres pays. Et c'est ce qui fait la fierté. Tous les compatriotes qui étaient hors du territoire ont envie de rentrer au pays pour se faire soigner, se prendre en charge comme ça se doit. Mais quand on se lève un beau matin, on dit, monsieur, ça ne va pas être comme de par le passé. Peut-être qu'au lieu de donner le poisson à quelqu'un tous les jours, il faut lui apprendre aussi à faire la pêche. Dès le départ, il serait peut-être bien qu'on explique aussi comme ça aux gens, parce que c'est le débat qui se fait actuellement quand nous qui sommes des journalistes, présentateurs de ce genre d'émissions, quand on passe là, vous êtes dans votre voiture, ou bien vous vous hasardez à prendre la moto, ou bien vous voulez faire un peu de footing dans le quartier, allez, on vous sermonne avec des questions pas possibles. Vous vous défendez comme... Non, je pense qu'il faut qu'on soit... Comme vous l'avez dit, moi j'ai été contacté par une famille togolaise qui est au Ghana. Oui. Parce que un des membres de la famille avait des signes qui pouvaient faire penser au Covid-19. Ils m'ont appelé, ils disent, nous on veut rentrer au Togo parce qu'on sait que si on vient ici, si on fait le diagnostic et que je suis positif, on va me prendre en charge complètement. Eh ben voilà. Donc ce que vous avez dit là, c'est une réalité et c'est ce qui a été fait jusqu'à présent. Mais la mesure qui est proposée, il ne faut pas penser que cette mesure va laisser sur le carreau quelqu'un. Non. Il y aura toujours une évaluation de la situation. Quelqu'un ne peut pas rentrer au CHR Lomé commune parce qu'il a 0 franc dans la poche
on va refuser de lui administrer les soins pour le laisser mourir. Je ne crois pas et ce n'est pas possible. Il y aura toujours une subvention des cas qui nécessitent qu'on puisse leur venir en aide. Maintenant, s'il y a des gens qui peuvent contribuer, il n'y a pas de souci. Il y a des fonctionnaires qui ont des assurances, il y a les gens qui sont dans le privé qui ont des assurances. S'ils peuvent contribuer, ils vont contribuer. Je ne trouve pas que ça soit, mauvais en soi. Non, moi ça ne me gêne pas. Si quelqu'un qui souffre d'hypertension artérielle, il achète ses médicaments tous les jours. Quelqu'un qui souffre du diabète, il achète ses médicaments tous les jours. La semaine, il y a 2 semaines, on a hospitalisé quelqu'un pour une maladie grave. La personne a payé. Donc, Covid, on ne peut pas aller vers la gratuité à vie, non. Il faut évaluer le cas pour voir qui peut contribuer à quoi. Et c'est dans ce sens. Si la personne ne peut rien, puis on ne va pas le laisser mourir parce que la personne n'a rien dans la poche, non. Je discutais avec un monsieur qui, la fois dernière, me faisait certaines propositions. Pourquoi ne pas penser peut-être tasser, par exemple, le tabac, les cigarettes, les boissons, mettre peut-être 10 francs, 5 francs, 10 francs, 5 francs pour peut-être prendre ces sous-là et renflouer le vide qui se crée de l'autre côté de la prise en charge là, que de demander ouvertement aux gens de commencer par payer. Est-ce qu'on je comprends le problème que vous posez. Oui. C'est le financement. Le financement, oui. De Covid-19 par d'autres sources. Oui. Alors, pourquoi c'est le tabac et l'alcool que vous indexez? Non, mais même si on prend le tabac et l'alcool, d'abord, quand vous regardez aujourd'hui sur toutes les chaînes de télévision togolaise, il n'y a plus de publicité sur le tabac. C'est arrêté. Les coûts du tabac ont été suffisamment augmentés pour dissuader les gens de fumer. Avant, vous allez voir les gens sur les petits étalages étaler n'importe quelle cigarette, Marlboro, Gauloise. Mais c'est pas parce que c'est pas étalé. Aujourd'hui, ça ne se vend pas. Ça oui, se vend toujours. Aujourd'hui, pour acheter le tabac, il faut avoir les moyens. Donc, on a déjà suffisamment taxé sur le tabac et sur l'alcool. Il faut chercher d'autres moyens pour financer la santé en général. Pour financer la santé en général. Et non pas seulement Covid. On a beaucoup de problèmes de santé qui nécessitent des sous. Donc, il faut voir le problème d'une façon globale que se focaliser uniquement sur le Covid-19. Et moi, je l'ai déjà dit, ceux qui souffrent de Covid-19, s'ils ont besoin de moyens et que l'État se rende compte qu'ils n'en ont pas, l'État trouvera des moyens pour les prendre en charge. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Ah bon? Oui. Alors, on ne peut pas aller déposer quelqu'un au CHR Lomé Commune ou dans les autres sites. L'État même est en train de construire 9 sites de prise en charge de Covid-19 à l'intérieur du pays. C'est déjà même prêt pour être équipé avec tous les équipements qui sont actuellement à Lomé. Mais tous ces investissements-là, c'est pour la population togolaise. On ne peut pas le faire et puis dire que bon, les gens, vous n'avez pas d'argent, non, on vous laisse, non. Je pense qu'avec cette maladie à coronavirus, il y aura toujours une possibilité. On peut être plus ou moins un peu, à quelque part, on dit le malheur aussi est bon, parce que ça a aidé quand même à équiper certains centres de santé, révolutionner quand même ce domaine-là. Prochainement, on ne vous attendra pas à travers vos différents syndicats que vous n'avez pas le matériel de travail. Enfin, selon les statistiques, vous êtes les personnes les mieux. Mesdames, les mieux, la question n'est pas sortie. Non, c'est juste pour vous taquiner un peu parce qu'on parle de deux secteurs aujourd'hui au Togo. Oui. C'est-à-dire les enseignants et les médecins sont les deux corps qui sont beaucoup plus chéris au Togo en matière. En tout cas, pour ce que je sais que ces derniers temps, il y a des efforts qui ont été faits pour améliorer un certain nombre de choses, surtout d'infrastructures et des équipements. Et également avec le Covid, voilà, l'effort doit continuer, c'est pas encore fini. Nous connaissons les insuffisances que nous avons, donc l'effort doit continuer pour qu'on puisse, quand je vais parler par exemple des scanners. Oui, les scanners. Les efforts. Vous avez au moins continuer. Une dizaine, non, selon le ministre. Voilà, l'installation va commencer pour que ça soit fonctionnel. Vous les avez déjà? On attend que ça soit fonctionnel. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais je sais que des commandes fermes ont été passées pour chaque région.
et pour Lomé. Donc, des efforts vont être faits. Et à l'hôpital Saint-Pélégrin, Oui. J'étais passé par là la dernière fois. Il y a des trucs qui sont en train d'être posés. Si ces infrastructures sont opérationnelles, bien équipées, et tout ce qui a été prévu pour les hôpitaux périphériques aussi, si tout cela rentre, on aura au moins sur le plan équipement et infrastructure, on aura fait un bon pas. Un bon pas, hein? Oui. Parfait. Surtout avec, j'ai reçu sur ce plateau le ministre Sani Yaya qui a quand même expliqué qu'il y a un bon nombre de scanners dont la commande a été faite depuis un moment. Donc, chaque région du Togo aura son scanner. On ne va pas se déplacer de Saint-Cassé jusqu'à Lomé pour un simple examen. Un simple examen. Maintenant, il faudra rajouter d'autres, surtout des ressources humaines pour bien faire fonctionner cet équipement. Et on aura fait un bon. Professeur Danira, la réouverture des frontières, c'est pour bientôt. Oui. Est-ce qu'on est aguerri? Tout est bon? On peut aller? Il n'y aura pas vraiment de soucis à se faire? Alors, dans la sous-région ouest africaine, la Côte d'Ivoire a déjà ouvert sa frontière. La Côte d'Ivoire est à 8000 cas de Covid-19. Le Sénégal a ouvert sa frontière. La Guinée-Conakry, je veux parler, a ouvert sa frontière. Le Niger ouvre le 1er août. Tous ces pays qui ont ouvert leurs frontières, si les autres n'ouvrent pas, ça ne va pas marcher. Hein. Vous savez que Askai, le hub de Askai, c'est à Lomé. C'est à Lomé, oui. Donc, comme on le dit, il faut vivre avec Covid-19 et reprendre progressivement nos activités. Et donc, on se prépare à l'ouverture de la frontière du Togo aussi. Frontière aérienne, j'entends. Aérienne et terrestre, j'entends. Les préparatifs sont toujours en cours. Des visites sont faites régulièrement pour la distanciation sociale, la disponibilité de solutions hydroalcooliques, où est-ce qu'il faut le mettre pour que tout le monde puisse être utilisé, la prise de la température. Ça, on a déjà l'équipement qui le fait. Maintenant, le test, on s'oriente probablement vers le test à tous ceux qui vont arriver à l'aéroport de Lomé. Donc, il y a un laboratoire qui est mis en place à l'ancienne aérogare pour pouvoir réaliser le test chez les gens qui vont arriver. Le dispositif aussi. Là où nous prenons des vols avant la nouvelle aérogare, là. Oui. Il y a un laboratoire mobile qui est mis en place là-bas, qui peut faire des examens à un nombre élevé, parce que quand nous, si Air France arrive, si Bruxelles Airlines arrive, plus les d'autres, Ethiopian et autres. Ethiopian et tout. Donc, il faut quand même un labo qui a une capacité importante pour pouvoir tester tout ce monde. Donc, tous ces dispositifs sont en train d'être huilés. En plus, probablement, il va y avoir une interface numérique pour pouvoir prendre les informations sur ceux qui vont arriver pour faciliter les transactions et faciliter le suivi des gens. Donc, les démarches sont en cours pour l'ouverture de l'aéroport. En tant qu'enseignant-chercheur, hein, vous l'êtes à l'université de Lomé. Oui, absolument. Vous reprenez les cours en présentiel le lundi. Le 27. J'ai cours le 27. Le 27, hein? Oui. J'ai cours. À quelle heure? J'ai cours à 14h45. 2 heures de cours, 14h45, 16h45. J'ai bien envie de vous voir au travail pour voir comment ça va être fait, la mise en pratique de ces dispositions barrières et autres, comment ça va être fait concrètement à l'université de Lomé. On sait que les premières autorités sont à pied d'œuvre quand même pour donner le meilleur en matière de la riposte, mais on aimerait bien sûr constater. Oui, on va y aller. Donc, les mesures barrières, tous les étudiants seront en masque. La semaine dernière, les étudiants ont été briefés sur les mesures barrières, sur les préventions à adopter en milieu estudiantin pour limiter la transmission. Il y aura forcément, puisque c'est nous qui produisons les solutions hydroalcooliques, donc il y aura ce dispositif de distribution de solutions hydroalcooliques et de lavage de mains à l'entrée de chaque amphi.
avec les mesures barrières qui vont l'accompagner, je pense qu'on est serein, on doit reprendre. Oui. Donc tout est aux normes. Hein? Ah oui, c'est l'université. Donc, Et l'effectif, enfin, sur votre département, on n'en aura pas de trop, hein? Moi, j'ai une centaine d'étudiants. C'est pas donc, beaucoup. Moi, ça va passer. Centaines d'étudiants, Dans c'est les- comme si on est au lycée, hein? Une classe de terminale, Centaines, secondaire. oui, mais dans les autres départements, le nombre est élevé, donc il est prévu de fractionner les effectifs. Pour le même cours, on va le dispenser en 3-4 fois pour ne pas mettre dans une pièce ou dans une salle un nombre important d'élèves pour augmenter le risque de transmission. Mais nous avons affaire à des étudiants, donc le niveau est bon, c'est des gens assez responsables, donc on peut leur faire confiance. Et donc, moi, je ne m'inquiète pas sur les mesures barrières et la réduction du risque de transmission. Parfait. Parce qu'on aimerait avoir le cœur net par rapport à cette reprise en présentiel des cours à l'université de Lomé. Mais avant de se séparer, nous allons jeter un coup d'œil sur les chiffres qui ont été publiés à la date, bien sûr, de 23 juillet 2020 au Togo, ce que présente le Togo en matière, bien sûr, de cas contaminés, cas actifs et autres là. On va jeter un coup d'œil et revenir. Le 23 juillet 2020 au Togo, la situation se présente comme suit. Nous avons 228 cas actifs, comme l'indicatif du pays, bien sûr. Ce sont 84 cas guéris, 16 décès, 828 cas confirmés au total pour 39 356 nombre de tests effectués sur toute l'étendue du territoire togolais. Nous avons 5,10 tests pour 1000 habitants, 1,92 cas pour 100 000 habitants, c'est 14 derniers jours. Un petit détail sur ces chiffres qui ont été publiés à la date, bien sûr, du 23 juillet 2020. Il faut dire que 22 des 581 sinon 81 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 828. Ces 22 personnes dont l'âge sont compris entre 10 et 66 ans se répartissent comme suit. Nous avons 11 cas parmi les contacts, une femme à Agoué, 2 femmes et un garçon dans le district de Golfe à Lomé, une fille à Bafilo dans le district d'Assoli, 3 femmes et 3 hommes à Sokolé dans le district de Tchaoudjo. 2 cas parmi les voyageurs, 2 hommes à Adeta dans le district de Pélé. 9 cas parmi les suspects, un homme dans le district 2 à Lomé, un homme dans le district 5 à Lomé, 2 femmes et 5 hommes dans le district d'Assoli. 6 nouveaux guéris ont été enregistrés, portant à 584 le nombre total de patients guéris de Covid-19 au Togo, avec un cas de plus de décès enregistrés depuis 112 bientôt, qui porte le chiffre à 16. Le nombre de cas actifs est de 228. Pour le rappel, un total de 39 356 tests de laboratoire effectués sur toute l'étendue du territoire national. Quoi que nous disons, on a quand même fait un grand bond. Hein? Oui. En matière de tests, le Togo se place parmi les pelotons de tête pour les pays de la CEDEAO, où on doit être 3e pays qui offre plus de tests de dépistage de Covid-19 dans la sous-région. Ces 2 derniers jours, on voit que l'épidémie, le nombre de cas est en train d'augmenter. Oui. C'est parce qu'on a un foyer dans la zone de Soudou, où il y a des élèves dans un lycée qui sont contaminés. Et donc, vous voyez des élèves qui sont contaminés à l'école, ils vont à la maison, il y a les parents. Donc, il y a une enquête qui est en train d'être menée là-bas actuellement pour cerner un peu l'épidémie et voir des mesures vraiment précises qu'il faut prendre pour gérer cette flambée-là dans cette zone.
Donc, c'est ce qu'on peut dire concernant ces chiffres-là qui augmentent à petit feu. Juste, il faut rappeler aussi que quand vous voyez le nombre de guéris ne fait qu'augmenter, ce qui est une bonne chose, Oui. et très peu de décès, donc cela nous rassure que nous avons fait le bon choix. J'ai commencé par bien dormir un peu maintenant, parce qu'avant, là, quand je vois les chiffres, là, je ne fais que passer des nuits blanches, là. Donc, c'est vrai, la maladie existe, mais il ne faut pas qu'on panique. Si on panique, on va prendre des mesures qui ne sont pas vraiment judicieuses. Donc, vous voyez le nombre de décès, on est à 16. Oui. Dieu merci, ce n'est pas élevé. Condoléances aux différentes familles qui ont perdu des membres, mais nous faisons des efforts pour limiter les cas graves déjà et limiter les décès. Professeur Dagneron, c'est déjà la fin de l'émission. Si vous êtes demandé de conclure l'émission, quel est ce message-là que vous avez à l'endroit des téléspectateurs qui actuellement nous ont suivis jusqu'au terme de cette émission? C'est pour juste dire que c'est vrai qu'il y a pas des nouvelles voies, mais des nouvelles modalités de transmission du virus que nous avons évoquées, transmission par les aérosols. Si on est dans un endroit clos, il faut ouvrir les volets, ouvrir les fenêtres, préférer l'aération naturelle, la circulation de l'air à la climatisation. Ça va contribuer à éliminer ces aérosols. Continuer par respecter les mesures barrières. Le coronavirus n'est pas terminé. Donc, nous devons faire des efforts par le port de masques, la distanciation physique, on l'a dit, le lavage des mains, c'est très important parce que le virus est manuporté. Ne pas oublier tous les éléments qui sont communs ou les outils qui sont communs que nous utilisons, comme la table autour de laquelle nous sommes. Elle doit être nettoyée régulièrement. Comme les micros, nos gens essaient de faire. Voilà. Le jeune. Comme les micros que nous utilisons, oui. Il doit être nettoyé. Les poignées des portes, ne les oublions pas. Et voilà quelques mesures que nous devrons continuer par respecter. On vit notre vie, on reprend notre travail en continuant de respecter les mesures barrières. Merci beaucoup à vous, professeur Anoumou Dagneron. Merci d'être passé dans cette émission et c'est le dernier numéro de cette semaine. Tout le plaisir. On vous souhaite un bon retour et merci à toute cette équipe-là qui m'a aidé à vous présenter cette émission durant toute la semaine. Magloire Adokou à la réalisation et tous les autres, Rebecca Vessou et le jeune Stéphane Kouonou. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour le compte de cette émission. Mais quant à moi, on se retrouve demain dans votre émission Le Monde en 7, déjà à partir de 12h10.